Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Jean-Pierre Marangeau et son fils Adam. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été en prison pendant presque 5 ans au Qatar. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment que ça a débuté? Et là vous avez été libéré récemment, nous raconter toute cette histoire. Je suis venu au Qatar à la demande de la Société nationale des pétroles qui s'appelle Qatar Petroleum, qui m'avait repéré en tant qu'expert en management à Londres lors d'une conférence. Ils sont revenus me voir à Rome et ils m'ont fait une proposition financièrement intéressante qui était de créer un centre de formation pour les métiers du management et surtout une académie soft skills, c'est-à-dire apprendre aux gens à se servir de leur diplôme et surtout interagir dans le cadre d'une organisation technique. Le Qatar est un pays jeune et surtout un pays sans culture technique. Ne parlons pas de culture avec un grand C, mais de culture industrielle. Ils ont besoin d'énormément d'intervenants, d'ingénieurs, de techniciens et de travailleurs venant de l'étranger. Le Qatar, c'est 300 000 personnes qataris pour 2 500 000 d'habitants. Donc, c'est-à-dire que la majorité du pays sont des gens qui viennent de l'immigration. La proposition était intéressante, mais je n'ai pas voulu travailler directement en prise directe avec Qatar Petroleum. J'ai préféré monter ma société qui me donnait, je le pensais à l'époque, une certaine liberté, une certaine autonomie. J'ai mis en place un système de management qui a été qualifié d'à la française. En fait, les systèmes de management américains sont des systèmes systématiques où un individu peut être remplacé par un autre en fonction des procédures. Le système latin est plus individualiste et si un individu qui a une place prépondérante dans la société est absent, disparaît ou est malade, la société s'arrête de tourner. Donc j'ai mis au point un système de management qui alliait les deux vertus, à savoir un espace de liberté pour les gens qui ont une compétence particulière, mais qui était entouré de systèmes et de routines qui pouvaient facilement être suivis par les collaborateurs. Ça a absolument et définitivement intrigué le personnel de Qatar Petroleum. Le Qatar a des revenus essentiellement énergétiques et Qatar Petroleum est donc la pompe à monnaie, la pompe à énergie financière du Qatar. J'ai commencé à former des ingénieurs donc, par le biais de la création de société qui s'appelait Projet Système, Proensis, avec un associé qui était l'un des membres de cette délégation qatarienne qui était venu me rencontrer à Londres. J'ignorais alors qu'il était membre de la famille royale. Je l'ai su en établissant les statuts de la société. Et ça s'est passé très bien pendant 6 ans, où la société a pris de l'essor. J'ai formé 2500 ingénieurs et techniciens, toutes sociétés confondues. Et j'ai été repéré par CNN Moyen-Orient, qui est venu m'interviewer pour présenter ce nouveau type de management dit à la française. Et cette émission a tout déclenché, en fait. Quand mon sponsor, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sponsor, ça veut dire parrain, et c'est parrain dans le sens mafieux du terme, puisque j'ai réalisé que les 51% obligatoires, quand on monte une société au Qatar, lui donnaient, en fait, le droit de veto sur tout ce que je pouvais faire ou dire. Il est donc venu me voir en me disant, mais c'est très bien, Monsieur Maranju, le développement de la société nous fait plaisir. Nous souhaiterions maintenant l'intégrer dans notre groupe de sociétés. Je n'y voyais pas d'inconvénient. Après 6 ans passés au Qatar, je pensais qu'il était temps pour moi de faire autre chose ailleurs. J'ai toujours travaillé à l'étranger, j'ai toujours bâti des structures, des start-up. Le mot n'existait pas alors, mais c'est ce que je faisais. Et j'ai donc dit, OK, très bien, j'ai investi 2 350 000 euros dans la société Proensis, donnez-moi 3 millions d'euros et je vais faire autre chose ailleurs. Il a sorti une pièce de 1 rial qatari en me disant, ben non, voilà ce que l'on vous propose. La société nous appartient. Si vous en doutez, nous faisons une assemblée générale et nous mettrons au vote votre démission. Alors, je n'ai pas accepté ça du tout. J'ai renvoyé cette délégation chez eux et j'ai continué à faire tourner ma société pendant 2-3 mois, jusqu'à ce que je reçoive un coup de téléphone de la banque en me disant, mais vous avez 12 millions de chèques sans provision, 12 millions qatari réal, ce qui fait l'équivalent de 3 millions d'euros. Qu'est-ce que vous comptez faire?
Et c'était le vendredi midi, et les banques s'arrêtent à midi et demi. Et je n'avais pas moyen de me retourner, donc je lui ai dit, mais comment ça se fait? J'avais largement la couverture. Et ils m'ont dit, mais votre sponsor est passé, videz les comptes il y a une demi-heure. Il n'avait pas la signature, mais en tant que membre de la famille royale, il avait tous les pouvoirs. Je l'ai appelé, il était déjà à l'aéroport pour aller à Londres, donc il m'a dit, oh, je reviendrai dans une semaine ou deux, je te rendrai l'argent, il n'y a pas de souci. En fait, il n'est pas rentré immédiatement. Il a fallu que je mobilise toutes les factures qui étaient dues, que je vende tout ce que je pouvais vendre pour combler une partie de ce que je devais. Au Qatar, les chèques sans provision sont condamnables par de la prison. Chaque chèque entre 1 an et 3 ans. Et je me suis retrouvé avec 12 chèques que je n'ai pas pu payer en ayant payé 20 autres avec tout l'argent que j'avais pu réclamer. À partir de là, ça a été très vite. Les banques ont donc fermé les comptes. Les employés qui travaillaient pour moi ont été basculés dans d'autres sociétés. Les clients d'origine qatari ont coupé les contrats avec la société Provensis. Je n'ai pu garder que quelques clients qui étaient internationaux, dont des sociétés françaises. Et j'ai renvoyé ma famille en France parce que je sentais que ça allait très vite mal tourner. Et pendant 1 an, j'ai essayé de me battre pour essayer de récupérer l'argent qui m'était dû. Ça n'a jamais été possible jusqu'au moment où j'ai dû trop m'agiter et on est venu m'arrêter à la sortie de chez mon avocat, lequel a dû téléphoner à la police pour les informer que j'étais là. On m'a mis en prison. Je me suis évadé une première fois. J'ai rejoint Bahreïn en kayak à l'ambassade de France qui m'a remis immédiatement aux mains des gardes-côtes qataris. Et puis s'est enclenchée toute une suite de péripéties tristes, colériques, violentes, difficiles, et une absence de 6 mois, de 6 ans avec ma famille. Et là, quand vous avez appris que votre père allait en prison, vous avez réagi comment? Ça s'est fait comment d'ailleurs? Bah, c'était assez spécial en fait, parce que du coup on arrivait en France pour la rentrée cinquième, et enfin, ma mère nous avait dit que du coup notre père était resté au Qatar pour travailler encore. Ça faisait un bout d'1 an et on arrive rentré quatrième. Hum, je suis même pas sûr que les cours avaient déjà commencé, mais je suis même pas sûr que les cours avaient déjà commencé, et on voit des journalistes qui arrivent qui arrivent chez nos grands-parents, et ma mère nous annonce à mon frère et moi du coup que notre père est bloqué au Qatar et que du coup, enfin, il pourra pas rentrer avant un sacré bout de temps. Et pour l'arrivée en prison, il me semble que c'est peu de temps après. Enfin, on n'a pas vraiment eu de réaction sur le coup parce que c'était un choc. Je pensais même pas que c'était possible. On pensait vraiment pas que c'était possible, qu'on allait, nous, on allait revoir le lendemain, le mois prochain. Enfin, c'était vraiment spécial. C'est une sensation qui, bah, on peut pas imaginer ce que c'est en fait avant de l'avoir ressenti, parce que on a l'impression que tout notre monde s'écroule autour de nous. Enfin, à ce moment-là, j'avais encore 12 ou 13 ans. Enfin, j'ai eu du mal à accepter que c'était vrai pendant un sacré moment. Enfin, au moins 2-3 ans. Et vous, après, pour aller vers la prison, là, donc, comment que ça s'est passé? Ça s'est fait très rapidement alors? À partir du moment où ils m'ont arrêté, je me suis retrouvé immédiatement incarcéré et je n'ai plus jamais revu la liberté. Il a fallu que j'apprenne à vivre dans un milieu carcéral. Je n'étais pas préparé du tout à ça. En France, être en prison, c'est quelque chose qui me paraissait inimaginable, de par mon éducation, de par ma culture. Et être privé de ma famille, c'était impossible. Je suis immédiatement tombé dans une dépression profonde. J'ai fait des grèves de la faim. Quand j'arrivais à les avoir au téléphone, j'essayais de camoufler ma voix, mais c'était pas facile. Et les 2 premières années ont été terribles, puisque j'étais dans un no man's land qui était une annexe de la prison où l'on met les prisonniers en attendant de la sentence finale. Il y a toute la procédure d'appel qui était en cours. Je n'ai pas pu avoir d'avocat puisque les avocats qataris refusaient mon dossier. Les avocats français n'avaient pas le droit de plaider au Qatar. Donc j'étais complètement... il n'y avait que les médias qui pouvaient faire parler de moi. J'ai donc fait des grèves de la faim. J'ai agité
tout ce que j'ai pu agiter pour me faire entendre. Mais je ne vivais que par les quelques instants au téléphone avec ma famille, jusqu'au point où je les voyais souffrir. Je ne voyais pas la fin, puisqu'en fait, à aucun moment, on me disait c'est 1 an, 10 ans, 20 ans de prison. Je ne savais pas, ça pouvait durer éternellement. On pouvait me mettre sous l'été noir, comme le fait le ministère de l'Intérieur au Qatar, pendant 1 an, mettre les gens au secret. Et en général, c'est un secret permanent, on ne les revoit jamais. Je ne savais plus. Je voyais ma femme qui souffrait, je l'entendais, j'entendais ses difficultés, à la fois financières, retourner après 20 ans chez ses parents, élever des enfants, gagner un peu d'argent, on n'avait droit à rien. Les gens qui sont en expatriation, et surtout les chefs d'entreprise, n'ont droit à aucune indemnité. La France, elle, n'était pas du tout intéressée par mon cas. Je voyais qu'une solution, c'était mettre fin à mes jours pour leur donner la liberté. Et là, parce qu'à ce moment-là, vous avez fait plusieurs grèves de la faim et tout ça, ça n'a quand même rien impacté au niveau politique, au niveau... Rien. Alors les journalistes, eux, se sont mobilisés. Quand c'était pas une radio ou un magazine ou une chaîne de télévision, c'était toujours un relais, soit par Internet, soit par... Mais il y a toujours des gens, et Facebook, les réseaux sociaux se sont mobilisés. On a fait des collectes, mais je sentais une médiatisation, je sentais une popularité qui grimpait, mais la diplomatie française n'était absolument pas intéressée d'intervenir. Le Qatar étant un allié économique et stratégique dans une géopolitique de plus en plus compliquée au Moyen-Orient. Il s'est passé pendant les 4 ans et 9 mois de captivité des événements majeurs, l'Irak, le Bataclan. Tout cela faisait que la France était très réluctante, je ne sais plus comment on dit, réticente à intervenir pour des raisons politiques. Et donc j'étais, comme l'a dit l'ambassadeur de France au Qatar, un caillou dans la chaussure de la diplomatie française. Et là, justement, pour joindre toutes ces personnes, les médias, par exemple, il fallait avoir un téléphone. Et vous m'avez dit tout à l'heure, ça coûtait une très grosse somme d'argent, c'est ça? Alors, les téléphones clandestins sont en général vendus par le personnel pénitentiaire. Ça coûte l'équivalent de 8 000 €. Il faut gagner cet argent avec tous les trafics possibles, imaginables au sein de la prison. On pouvait garder les téléphones quelques semaines seulement avant qu'une inspection vienne nous les saisir, et il fallait donc en racheter d'autres. C'était très, très, très compliqué. C'est des prisons qui sont, contrairement à l'État le plus riche du monde, qui est le Qatar, d'une vétusté incroyable. Des dortoirs prévus pour 12 personnes dans lesquels s'entassent 30-35 personnes, des gens qui dorment dans les couloirs, des cafards partout. La climatisation qui est poussée à son extrême pour essayer de limiter l'ambiance bactérienne, ce qui fait que l'on gèle carrément la nuit, il fait 10-12 degrés. Climatisation qui s'éteint pendant la journée, et là on monte avec des températures extérieures de 50 degrés. À l'extérieur, il fait bien meilleur qu'à l'intérieur puisqu'il y a une circulation d'air. Tout pourri, tout moisi. La crasse est partout. Les gens qui sont incarcérés là sont des gens qui viennent du pays du tiers-monde, des Népal, Inde, pour les États les plus pauvres de l'Inde, le Népal, le Sri Lanka, tous les pays arabes qui gravitent autour du Qatar et qui envoient des ressortissants sans ressources. Donc ces gens-là n'ont pas d'éducation, pas d'hygiène. La plupart ne sont pas vaccinés, toutes les maladies circulent, l'alimentation est horrible, c'est impossible à avaler pour un Européen. Les conditions étaient terribles, pas de lumière du jour, la lumière des néons en permanence. Pendant les 2 premières années, je n'ai vu le ciel que quand on me menait au tribunal et pendant la durée du transport. Voilà. Et les journées quotidiennes, ça se passait comment? Alors, les journées quotidiennes, c'est très compliqué. Les 2 premières années, il n'y avait pratiquement pas d'espace pour bouger ou pour marcher. J'essayais de faire du fitness, c'est-à-dire de faire des pompes et des tractions pour me maintenir en forme. Malgré la grève de la faim, je voulais mourir en bonne santé.
Je crois que l'image était quelque chose d'important. Je voulais que les photos qui soient transmises de moi à mes enfants et à ma femme soient des photos qui ne soient pas terribles et que je ne sois pas trop loin de ce qu'ils avaient connu. L'écriture et la méditation m'a permis de tenir le coup avec les coups de téléphone de ma famille. La lecture, j'avais un ami qui me faisait apporter des livres à la prison et comme c'était des livres en français, le personnel était incapable de savoir ce qui était écrit à l'intérieur, donc il n'y avait pas de censure. Et puis essayer de dormir, alors ce qui est une gageure, puisque dans une prison, ce que l'on vous prive d'abord, avant même la liberté, c'est on vous prive du silence. Et quand vous avez le cerveau en permanente activité, parce que les prisonniers crient, hurlent, pleurent, se battent, et vous n'arrivez pas à dormir. Donc c'était des siestes, des micro-siestes. Mais je m'imposais à essayer de dormir la nuit et avoir une activité diurne, puisque le jour, c'était paradoxalement plus calme. Et pour s'imposer face aux autres détenus, comment vous avez fait pour... Alors pour déjà, essayer- il faut pas oublier que j'ai une expertise en management, et le management, c'est savoir aussi à la fois anticiper et tenir ses distances. Donc il y avait l'image, ce que je m'infligeais à moi-même provoquer le respect chez les autres, la violence. Il fallait à tout prix ne pas laisser passer la moindre insulte et la moindre tentative d'agression. Parler fort et surtout dire les choses avec les yeux et imposer la force du regard. Et vous, Adam, pendant toutes ces années donc, où il était en prison, quelle était votre force pour continuer à espérer une libération? Bah, déjà, ça passait par le fait que pendant les 3 premières années, on arrive en France, j'ai dû prendre un peu, enfin, c'est pas que je voulais, mais c'est un peu arrivé comme ça, dû prendre un peu, du coup, son rôle, parce que mon frère était dans un sale état. Moi aussi, je l'étais. Enfin, je critique pas ça, mais ma mère commençait à déprimer fortement, retourner chez ses parents à plus de 40 ans, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et du coup, pendant 3 ans, je m'étais quasiment interdit en fait de ressentir quelque chose par rapport à cette histoire-là, parce que il fallait que je prenne de la distance pour aider comme je pouvais ma mère qui pouvait pas faire autrement. Et du coup, j'ai pas vraiment eu cette douleur pendant les 3 premières années. Sauf qu'après, du coup, je suis arrivé au lycée. J'étais 2 ans à l'internat. Et cette fois-ci, je me suis retrouvé à devoir me gérer tout seul. Je me suis retrouvé face à des sentiments et des pensées que je n'avais jamais affrontés avant. Et ça a été beaucoup plus compliqué de gérer ce stress, cette peur permanente qu'il puisse arriver quelque chose. Enfin, au-delà du fait qu'il était en prison, ce qui était le plus dur, c'était de me dire qu'il pouvait arriver n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. C'est le fait de ne pas le voir, tant que je l'entendais, ça suffisait finalement. Enfin, mais se dire que pendant la nuit, il pourrait se passer quelque chose, c'était assez compliqué. Et faut juste mettre ça de côté, essayer d'avancer. Je lisais énormément pour m'occuper la tête. Je sortais beaucoup, parlais beaucoup de ça avec des amis, et c'était un exutoire. J'ai trouvé des exutoires, c'était vraiment la recherche de l'exutoire pour aller mieux et penser à autre chose. Essayer de mettre ses sentiments de côté et les plus intérieurs. Il fallait une force énorme pour tenir comme ça. C'est vrai que c'était un rôle très important. C'était pas le rôle le plus simple et j'aurais pas forcément voulu vivre ça, mais après, j'essaie de toujours voir les côtés positifs. Ça m'a apporté une grosse maturité par rapport aux gens de mon âge. Je peux m'informer, je me suis informé sur beaucoup de choses. Du coup, pour essayer de rester en contact avec mon père, essayer de pouvoir toujours dialoguer sur n'importe quoi. Enfin, c'était une des grosses raisons pour lesquelles je me suis informé sur tout pour toujours continuer le dialogue, parce que finalement, quand on voit plus une personne pendant longtemps, le dialogue s'éteint petit à petit si on n'essaie pas de faire quelque chose pour qu'il revive, parce qu'on a l'impression de se connaître parfaitement, en fait. Et
fallait ce dialogue-là pour moi déjà, pour parler avec mon père, enfin, qui serait quelque chose normal pour n'importe quel autre adolescent, mais qui était quelque chose d'assez exceptionnel quand ça arrivait. Et pour lui aussi, pour montrer que on était là. C'est pas dans un bon état, mais on était là. Et là, il y a quelques mois maintenant, donc c'était cet été, donc vous apprenez que l'émir réalise une grâce. Comment que ça se passe et vous réagissez comment? Est-ce que vous y croyez? En fait, chaque année, à l'occasion du Ramadan, l'émir donne une grâce à un certain nombre de prisonniers dont les critères sont complètement flous. On ne sait pas, ça peut être des assassins, des violeurs, des drogués, des terroristes, mais jamais les gens qui avaient émis des chèques 10 sans provision. 5 jours avant la date de la grâce, le consul est venu me voir en me disant qu'il ne fallait pas que j'espère cette année encore et que probablement l'année prochaine, la diplomatie tentera d'obtenir la grâce de l'émir. Et donc je m'étais fait une raison, comme chaque année finalement. Et puis à 11h30, on est venu me réveiller en me disant l'émir vient de signer ta grâce, prépare tes affaires, qui était vraiment pas grand-chose, et tu vas aller en centre de déportation. Le centre de déportation, c'est l'endroit où... on a beaucoup parlé aux actualités de la jungle de Calais. Le centre de déportation de Doha, c'est quelque chose qui est la jungle de Calais à puissance 10. C'est un espace encerclé de fils barbelés où s'entassent les gens qui sont censés être expatriés chez eux, extradés. Et qui le sont parce que la justice a décidé qu'ils n'avaient plus rien à faire au Qatar ou parce qu'ils sont dans des situations d'illégalité administrative. Ça peut durer des années. Donc je ne savais absolument pas, quand je me suis retrouvé au milieu de ces gens qui dormaient à ciel ouvert, si j'allais rester là longtemps ou pas. Finalement, j'y suis resté 8 jours avec une échéance qui était les congés administratifs juridiques au Qatar, qui devait durer 12 jours de plus. Mais là, curieusement, et pour des raisons qui m'échappent aussi, la diplomatie française s'est mise en branle et ils ont réussi à me sortir une demi-heure avant la clôture des vacances juridiques. Et donc, je me suis retrouvé dans Doha, libre, mais avec l'interdiction de sortir. Parce que le pénal étant purgé, le civil était toujours dû. C'est-à-dire les sommes qui m'étaient réclamées, qui étaient totalement indues, je devais toujours les payer pour pouvoir sortir. Et c'est là que la diplomatie française a obtenu, après une quinzaine de jours passés dans les rues, à ce que l'émir et le gouvernement qatari fassent l'impasse sur les sommes qui m'étaient réclamées. On m'a accompagné à l'aéroport avec l'interdiction de téléphoner en France, sauf à mon épouse. Et je me suis retrouvé dans un vol Qatar Airways pour Paris, arrivé à Paris le 5 juillet. Et là, vos enfants n'étaient pas au courant à ce moment-là? Donc, mon épouse, qui est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pendant ces 4 ans et 10 mois, on a tellement eu d'espoir qui ont été vains et bafoués qu'on n'a pas voulu informer les enfants, qui sont des hommes maintenant, de cette probable libération. On a attendu que je sois à Paris pour leur envoyer des photos ensemble pour qu'ils constatent que leur père et leur mère étaient à nouveau réunis et que la vie pouvait reprendre. Et là, la première réaction à l'ouverture de la photo sur le téléphone? C'est assez spécial parce que du coup, j'étais pas en France à ce moment-là, j'étais en Belgique, à Liège, pour le Festival des Ardentes. Je suis arrivé le 4 au soir et bon, du coup, ça reste un festival. On est sorti le soir et on a été juste couché à 4 heures du matin et on se lève à 6, 7 heures, peut-être 8 heures. Il reste 1% de batterie. Je prends mon téléphone, je vois un message de ma mère, une photo. Je vois une photo de ma mère et de mon père. Ce coup, je réalise pas. J'analyse pas que s'il était rentré, que c'était fait. Parce que je me suis dit, oui, c'est une vieille photo qu'ils ont retrouvée, tout ça. 1 heure à cogiter, je cogite. Et je me dis, merde, en fait, il est rentré. Plus de batterie, plus moyen de trouver un téléphone. J'ai dû faire tout le camping pour essayer de trouver quelqu'un qui m'a gentiment pressé son téléphone. À propos, merci si elle regarde. Et du coup, c'était une libération, mais beaucoup de stress quand même, parce que
j'étais pas sûr que ce soit vrai, en fait. J'étais pas sûr que ce soit vrai parce que quand je vois la photo, c'est... mon téléphone, c'était à ce moment-là. Au moment où je vois la photo, c'était un stress complet jusqu'à ce que j'ai la voix de mon père au téléphone après celle de ma mère, du coup. Ça devait être un gros soulagement Ouais, après toutes ces années, voilà, que c'était enfin Ça a terminé. vraiment fait du bien. Ça a vraiment fait du bien. En plus, il rentre la veille des résultats du bac. Du coup, bon, là, il y a une petite pointe de stress qui est montée. Et vous, le retour ici, comment que ça s'est passé? Je crois que j'ai fait table rase de ces 6 dernières années. Je dis toujours à ma femme, et maintenant presque 2 mois après, j'ai l'impression de les avoir quittés il y a quelques semaines à peine. Et donc, j'ai pas été surpris par la vie en France, je me tenais au courant. J'ai été très surpris par la modification physique de mes enfants, qui m'arrivaient à la taille et qui me rendent une taille maintenant. C'est eux qui me font mesurer le temps passé. Ma femme, elle a mené un combat toutes ces années. J'ai une admiration, en plus de l'amour que j'ai pour elle, sans borne. Elle n'avait pas changé, si ce n'est qu'elle a embelli. Mais eux me font mesurer à chaque moment le temps perdu, le temps passé. Et maintenant, donc l'avenir, qu'est-ce que vous imaginez? Parce que là, vous avez déjà écrit aussi 3 livres déjà en prison et un qui va sortir prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc j'ai écrit 3 livres, 2 thrillers et surtout un qui s'appelle Captif, qui est ma descente aux enfers. J'étais pas destiné à me retrouver en prison. J'étais un chef d'entreprise qui réussissait plutôt bien. Et c'était complètement inattendu. La vie nous réserve des choses que l'on n'anticipe pas, même quand on fait du management. Et donc l'écriture m'a quelque part maintenu à flot, intellectuellement et au niveau du moral. Aujourd'hui, je suis en phase de finalisation d'écriture de la 2e partie de mon histoire, puisque Captif s'arrêtait à ma demande d'intervention à François Hollande, qui était alors président, et qui s'est abstenu de toute action. C'est donc les 2 dernières années de détention qui sont les plus mouvementées, à défaut d'être les plus dures, et dans lesquelles j'ai rencontré des membres de la famille royale en prison qui m'ont raconté beaucoup de choses sur les secrets d'État qataris. J'ai su beaucoup de choses sur l'intervention de la France. J'ai été emprisonné avec des membres de Daesh pendant la guerre de Syrie. Ce livre-là va être plus informatif qui était Captif, qui était plutôt tourné sur l'injustice qui m'était faite. Le futur, je n'en ai plus aucune idée. Je vis aujourd'hui au jour le jour. La prison m'a appris ça, à vivre le moment présent, parce que c'est le seul instant où j'ai une action. Le passé, je ne peux plus le changer, et le futur n'existe pas encore. Et là, pour rappeler aux internautes, vous allez être en dédicace prochainement à Metz, c'est ça, non? Alors, le 28 septembre à 16h, à la librairie Isler-Even, je vais donner une mini-conférence sur le Qatar et les conditions de travail au Qatar, et je dédicacerai mes 3 livres déjà publiés, et je parlerai donc du prochain qui s'appellera Incarcération avec un Q comme Qatar. Et pour terminer, est-ce que vous aurez un message pour les internautes qui vous ont suivi pendant toutes ces années? Alors, merci. Merci de m'avoir permis d'exister de façon virtuelle. Merci de m'avoir permis d'avoir gardé mon identité. J'ai reçu des messages. Les réseaux sociaux ont été d'une aide incroyable puisque la diplomatie française ne le faisait pas. Ce sont des inconnus qui m'envoyaient quotidiennement des messages de soutien, des photos, des blagues et des messages d'amitié, tout simplement. Alors, merci vraiment. Merci à vous.